Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'architecte Franklin Azy, dont l'agence, créée en 2006, développe un dialogue perpétuel entre l'architecture d'intérieur, mais aussi le design ou encore l'art contemporain. La liste de ses projets est longue, mais on lui doit notamment les Halles Alstom de Nantes, Beau Passage à Paris, ou encore la nouvelle tour Montparnasse prévue pour 2024. Alors avec Franklin Azy, on a parlé de la manière dont son agence s'est développée depuis sa création, de la réhabilitation des bâtiments qui occupent une grande place dans ses réalisations et dont la démarche a beaucoup de sens, ou encore du fonds de dotation Franklin Azy en lien direct avec les artistes contemporains. Bonne écoute. Bonjour Franklin Azy. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans votre agence, Franklin Azy Architecture, en plein cœur de Paris. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il semblerait, ne serait-ce qu'à le voir, peut-être que ça résonne même au micro, que ce lieu a quelques petites choses, quelques petites histoires à nous raconter. Et comme je suis face à un architecte, il semblerait que ce soit la bonne personne pour en parler. Et pour planter le décor, je me permets de vous demander de nous présenter tout simplement ce lieu qu'est votre agence. Alors ce lieu, c'est un lieu assez atypique. En fait, c'est ce qu'on appelle un hôtel industriel. Voilà, c'est des bâtiments qui étaient construits à fin 19e. Le bâtiment a été construit en 1880. Et c'est un bâtiment qui... Moi, je suis très attaché à la bonne construction des choses. Voilà, j'en parlerai probablement tout à l'heure, mais pour moi, c'est absolument ce qui fait en fait, la qualité d'un ouvrage, quel qu'il soit. Et du coup, on a eu la chance de tomber sur ce lieu qui est une ancienne usine de confection de tissus qui avait appartenu à l'époque à une entreprise qui s'appelle Boussac, père et fils, qui était une entreprise de tissus très connue du nord de la France. Qui avait même travaillé avec Dior, etc. Et qui en fait a servi à fabriquer les prémices de Dior. Ça a été démantelé et voilà. Et en fait, c'est un lieu qui, pour moi, est très symbolique. Moi, je sais toujours que j'adore que mes clients viennent dans notre agence. C'est pas parce que j'en suis particulièrement fier, mais c'est vrai que la tanière d'un architecte dit beaucoup de ce qu'on fait. Et donc, c'est un peu ma tanière au sens premier du terme, c'est-à-dire que personne ne peut le voir à la radio, mais c'est des grands volumes, c'est des espaces qui sont très modulables, c'est des espaces dans lesquels il y a très peu de structure, du coup, on peut faire beaucoup de choses. Quand je dis il y a très peu de structure, il n'y a pas de mur. Voilà, c'est des grands volumes uniques. Potentiellement, il y a ça par exemple. Et du coup, un jour, là où on fait le podcast aujourd'hui, c'est mon bureau, mais le lendemain, ça peut accueillir une exposition. Et il y a une très grande flexibilité dans ces locaux de fin 19e. Donc voilà, j'y suis très bien. J'essaye de ne pas déménager. Donc on essaie de s'agrandir progressivement sans avoir besoin de déménager. Ok, ce qui est possible visiblement. Ce qui est possible. Après, il faut avoir les opportunités pour. Mais j'aimerais vraiment bien que mon adresse reste mon adresse tout le temps. Voilà. Oui, vous savez, vous n'êtes pas arrivé là d'un coup d'un seul, je suppose. Non. Vous avez créé l'agence en 2006. Oui. Bon, soyons très basiques au basique. Quel a été votre parcours pour arriver aujourd'hui ici rue d'Uzès ? Alors, mon parcours, déjà en fait c'est vrai que maintenant je suis plutôt jeune, même si ça fait un petit bout de temps quand même que je travaille. Ouais. Mais j'ai eu un parcours d'abord avec d'autres personnes. Voilà, j'ai travaillé longtemps pour une grande agence française qui s'appelle Architecture Studio, pour ne pas les nommer, qui était associée avec Jean Nouvel, qui ont fait l'Institut Monde Arabe, le Parlement européen de Strasbourg. Et c'était une grosse agence qui m'a beaucoup appris, voilà. Mais plutôt comme un troisième cycle universitaire, voilà. J'ai démarré chez eux et après, petit à petit, j'ai décidé de monter ma structure. J'ai démarré dans une chambre de bonne avec un stagiaire d'une école pendant 1 an. C'était des périodes assez compliquées. Et puis, petit à petit, on a grossi. Et c'est vrai que ça fait maintenant 16 ans qu'on a on augmente d'effectifs tous les ans de manière raisonnée, mais aujourd'hui, maintenant, on est considéré comme une grande agence. Vous êtes combien ? Je ne l'ai même pas vu voir, mais maintenant, quand on parle de nous, on dit qu'on est une grande agence, alors que je n'ai jamais imaginé qu'on le serait un jour. Vous n'avez pas imaginé, précisément ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je crois que c'est tellement compliqué comme métier, mais je l'expliquerai, et qu'une grande agence, là, aujourd'hui, on est plus de 80 personnes rue d'Uzès.
Et ben en fait, gérer une grande agence quand on est architecte, on n'a pas fait des études de gestionnaire en fait. Donc moi j'ai juste fait des études d'architecte, je sais dessiner, je sais construire des choses, mais au bout d'un moment, avoir une agence de 80 personnes, ça demande des compétences de ressources humaines, de gestionnaire, d'administratif, de communication, de développement. Oui, et précisément un projet architectural, quel qu'il soit, c'est aussi une équipe, et ça demande de savoir fixer un cap collectif. Comment vous vous placez désormais par rapport à ça? Est-ce que ça vous plaît de diriger de manière très concrète? Pour être très très clair, ça me plaît fondamentalement. Alors diriger, j'aime pas tellement ce terme-là parce que c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas une usine, on vend pas des produits et on travaille pas à la chaîne. Donc c'est une direction qui est quand même très humaine. Encore une fois, c'est-à-dire que nous, notre métier, le terreau propice d'une agence d'architecture, ce sont les ressources humaines. C'est la qualité des individus, c'est vraiment la personnalité même des gens qui travaillent à nos côtés, leurs compétences, leur savoir-faire. Donc finalement, la recherche de compétences, c'est un travail à part entière pour nous parce que c'est avec ça qu'on va faire les architectures qu'on souhaite faire. La réhabilitation des bâtiments, c'est désormais l'un des grands axes de l'agence. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a une démarche? Oui, mais est-ce qu'elle est écologique? Est-ce qu'elle est pratique? Est-ce qu'elle est personnelle? Pour quelles raisons est-ce que vous avez fait de la réhabilitation des bâtiments un grand axe? Alors, nous, on a de la chance, c'est que maintenant, quand tous les gens nous parlent de réhabilitation, c'est qu'on est assez droit dans nos bottes parce que ça fait vraiment des années qu'on en fait. Donc, ça demande une certaine expertise en fait de réhabiliter les bâtiments. C'est pas du tout le même métier que de faire un bâtiment neuf. Et ça, faut le comprendre parce que c'est pas toujours simple à comprendre. C'est un métier qui se rapproche assez fondamentalement de disciplines comme la médecine. Voilà. C'est-à-dire que quand on a un bâtiment, finalement, c'est comme un corps. C'est un corps, il va avoir un squelette, il y a un derme, un épiderme, des organes de fonctionnement dans un bâtiment, un cerveau par moment. Ça, c'est peut-être aussi parce que vous êtes le premier architecte d'une famille de médecins. Oui. Précisons-le comme une anecdote, peut-être pas. Vous avez raison. C'est vrai que je le dis souvent, mais je crois que j'étais pas suffisamment bon à l'école pour être médecin. J'étais pas bon en mathématiques, bizarrement. Donc, et puis, j'étais quelqu'un d'assez manuel, très manuel. Je faisais beaucoup de maquettes, beaucoup de modèles réduits. Et moi, ça me passionnait de faire des petites maquettes. Mais j'ai pas pu faire médecine, mais c'est pas plus mal. Voilà. Mais c'est vrai que mon approche, j'ai encore des réminiscences de ce que pouvait me dire mon grand-père sur pas mal de choses, qui était médecin, qui était chirurgien. Et c'est en fait de la chirurgie que de faire de la réhabilitation. Il faut d'abord faire un diagnostic, comme en médecine. On a des outils pour faire de l'imagerie, comme de l'imagerie médicale, quand on fait des scanners, quand on fait et on prend plus de temps à analyser un bâtiment quand on fait de la réhabilitation qu'à poser des actes. Une fois qu'on a un bon diagnostic d'un bâtiment, on est censé pouvoir faire une bonne réhabilitation. Mais si on plonge dans la réhabilitation sans avoir vraiment analysé, diagnostiqué, généralement, on passe à côté d'un sujet. En parlant de diagnostic, je suppose qu'être architecte, c'est être poreux à son époque, aux enjeux de son époque. Prenons un, pour être très concret, qui me semble important, capital, l'écologie. Est-ce que, ou plutôt en quoi, un architecte tel que vous pourrait inclure cette question dans sa démarche architecturale? Je suis toujours, non pas gêné de parler d'écologie, absolument pas. Déjà, le terme écologie est un petit peu compliqué parce que c'est un courant politique. Par contre, une démarche environnementale, quand on est architecte, elle est importante à analyser. Ça fait des années qu'on dit qu'il vaut mieux réhabiliter un mauvais bâtiment que de le démolir et en reconstruire un neuf. Tout simplement, en termes de bilan carbone, on sait que les bilans carbone sont intimement liés au poids des ouvrages qu'on doit déplacer ou des matériaux qu'on doit déplacer. Et dans un bilan carbone global, dans la vie d'un bâtiment, et c'est aussi là où je suis toujours un peu gêné, c'est qu'il y a aujourd'hui l'idée d'un marketing environnemental. Voilà, quand je dis marketing, moi, j'aime pas du tout le marketing pour quelque discipline que ce soit. Parce qu'en fait, c'est mentir et donner l'illusion, souvent, d'une chose concrète. Le côté environnemental dans l'architecture, il est assez scientifique, en fait. Il est scientifique, mais il est scientifique à plein d'égards. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est des techniciens. On n'est pas des artistes proprement parlés. On a maintenant beaucoup de cordes à notre arc en termes d'analyse. Et pour moi, un bâtiment environnemental, c'est un bâtiment qui va être contextuel,
qui va analyser la course du soleil, qui va analyser la pluviométrie dans la région dans laquelle on travaille, qui va sourcer des matériaux à proximité d'un site de fabrication, c'est quand on fait du neuf. Et en fait, ça demande presque de revenir un peu en arrière sur ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, qui était en fait une architecture qui travaillait en fonction de la zone géographique dans laquelle était implanté un bâtiment, sur les formes des pentes des toitures, sur les matériaux utilisés, sur les fondations ou pas de fondations. Et moi, j'aime bien me dire qu'on sort d'une ère qui a duré très longtemps, parce qu'elle a duré près d'un siècle, de ce qu'on appelait l'architecture internationale, c'est-à-dire une architecture qui est issue de la charte d'Athènes, dans laquelle on disait qu'il fallait que les bâtiments soient tous construits pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va dans un aéroport, on débarque dans l'avion, on ne sait pas si on est à Athènes, à New York ou à Paris. C'est ce que j'appelle l'architecture internationale, c'est celle qui a perdu son identité, c'est celle qui a perdu ses racines géographiques. Oui, et aujourd'hui, ça va de pair. D'avoir des racines géographiques, ça va de pair avec l'environnement, avec ces recherches de matières premières dont je parlais. Donc, quand vous me disiez pourquoi est-ce que la réhabilitation elle est environnementale, elle est très environnementale parce que finalement, on se rend compte que le carbone qui est dépensé dans un bâtiment, il est essentiellement concentré dans le squelette du bâtiment, c'est-à-dire dans son ossature, dans ses murs porteurs, dans ses poteaux, dans ses poutres. Et quand on économise cette grande dépense énergétique qui est la fabrication d'un squelette, on est déjà arrivé aux 3/4 des chemins d'un bâtiment qui va être vertueux. Donc la réhabilitation, c'est aujourd'hui une nécessité. Elle devrait être presque réglementaire, encore une fois. Ouais. Il faut savoir s'adapter au projet, c'est-à-dire savoir réhabiliter des mauvais bâtiments. Et il y a 15 ans, quand on travaillait avec des promoteurs immobiliers, par exemple, ils nous disaient ce bâtiment-là, il n'a pas suffisamment de hauteur sous plafond, il va falloir le démolir et pour en construire un neuf. Aujourd'hui, on sait aller plus loin sur un mauvais bâtiment et lui redonner une vie intéressante. Alors, je ne veux pas parler du tout de mauvais bâtiments, mais j'ai un exemple un peu concret de tout ce que vous venez de dire. C'est le vitrage noir de la tour Montparnasse. dont vous êtes en charge. Il n'a pas été jeté, mais il a eu une nouvelle vie. Il sert de parement dans les 30 cages d'escalier du bâtiment. Voilà, ça c'est un bon exemple. Alors je vais faire une petite introduction sur le projet Montparnasse. Ouais. Je vais parler un peu d'un collectif d'architectes qui s'appelle la Nouvelle AOM, qui est constitué de 3 agences, Frédéric Chartier, Ardel Le Bihan et Franklin Asie Architecture. C'est intéressant de parler du collectif parce que je crois qu'on a justement fait tous ensemble la démarche d'une architecture qui s'éloigne de l'ego. Alors quand je dis qu'elle s'éloigne de l'ego, ça va être un peu prétentieux de le dire, mais c'est vrai que quand on fabrique un collectif, souvent, c'est pas la signature qui prime, mais ça va être la démarche, ça va être la compréhension, et ça va être de retrouver des solutions à des problématiques complexes. Et je trouve que le fait d'avoir composé ce collectif va nous permettre d'aller plus loin dans le projet et qu'on ne juge pas que de la plastique d'un bâtiment, et qui rend finalement un bâtiment très temporel. Quand on parle de signature, ça aurait peut-être été une de vos prochaines questions, mais quelle est votre patte ? J'arrête pas de dire que je n'en ai pas. Et je n'en ai pas et je ne souhaite pas en avoir. Et je ne souhaite pas en avoir parce que les architectes des années 80, souvent on disait « Ah, je le reconnais, c'est un bâtiment de Frank Gehry, oh, je le reconnais, c'est un bâtiment de Tadao Ando. » C'est parce que justement, il y avait un fil d'Ariane qui était très plastique. Aujourd'hui, un bâtiment, il ne peut pas être que plastique. Il devient trop complexe en termes d'enjeux environnementaux pour ne juger que de la coque finale d'un bâtiment. Oui, mais on peut aussi dire dans une autre perspective que la neutralité architecturale, ça n'existe pas en soi. Parce que de fait, il y a forcément quelqu'un qui est derrière et qui met ce qu'il a envie d'y mettre. Oui, je suis d'accord avec vous. En même temps, quand on prend les écrits, par exemple, d'Herzog et de Meuron, qui sont des architectes suisses assez importants, qui ont fait la Tate Gallery à Londres, c'est des gens qui ont mis en avant ce que pouvait être la banalité en architecture. Il ne faut pas considérer que c'est péjoratif, la banalité en architecture. Ouais. Par contre, il faut lever le niveau d'exécution moyen d'un bâtiment. Il faut qu'il soit bien construit, qu'il pense à l'avenir et qui ne pense pas qu'à son auteur. Encore une fois, aujourd'hui, nous, on a une génération relativement jeune, mais qui pense plutôt à l'utilisateur et à la pérennité des ouvrages qu'on va fabriquer, plutôt aux 6 mois de ping période avec des journalistes sur un bâtiment où ils vont adorer écrire dessus parce qu'il est innovant plastiquement. Ouais. L'innovation plastique, aujourd'hui, moi, ne m'intéresse très peu. J'éloigne l'architecture du design dès que je le peux, parce que pour moi, c'est 2 disciplines qui sont radicalement différentes.
Aujourd'hui, le métier d'architecte, il a évolué, vous en avez un peu parlé. De quelle manière, peut-être, entre la notion de conception et de réalisation, peut-être ? De toute façon, quand on est architecte, il y a 3 périodes dans un projet d'architecture. Okay. Il y a une période qui est une période très, très, très stimulante, qui est la conception. Ouais. On est vraiment fabriqué pour concourir en permanence. C'est-à-dire qu'un architecte, il fait des concours. C'est un peu le principe finalement. Comme une agence de publicité. Ouais. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'être constamment en compétition. Ça vous plaît ça ? Moi j'aime bien. Alors après c'est très 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 douloureux la compétition parce que un projet c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'on finit par vraiment beaucoup l'aimer et quand on le perd c'est compliqué. Ouais, je suppose qu'il y a un pourcentage assez élevé de projets qui n'aboutissent pas. Très élevé. Après on essaie de réduire. On essaie de comprendre pourquoi on perd les choses. Ça, c'est très important d'avoir un retour quand on perd un concours. Je pense que si je devais donner un chiffre, peut-être qu'il y a 80% de nos projets qui n'aboutissent pas. Mais c'est énorme, en fait. C'est très, très surtout, important. Oui, et puis évidemment, la déception est proportionnelle puisqu'on travaille pour ces projets généralement. Mais quand on a une agence d'archi, on se rend compte qu'il y a des cycles de réussite. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on se casse les dents sur des concours parce qu'on fait de la recherche. Parce que on n'est pas complètement mûr sur une nouvelle conception ou sur une nouvelle écriture technique, etc. Et donc c'est normal de se casser les dents, c'est normal de les perdre. Et puis il y a des périodes qui sont beaucoup plus florissantes dans lesquelles vraiment on arrive à maturité d'une période de projet. Et dans ces cas-là, tout d'un coup, on ne comprend pas, mais on en gagne 10 d'affilée parce que on atteint une sorte de vérité d'une période sur un projet qui a mûri. Voilà. Et l'architecture, c'est de la recherche. Et donc il y a 3 temps, vous disiez, parce que je vous ai coupé en... Premier temps, c'est la conception, cette période vraiment fabuleuse. Deuxième temps, c'est ce qu'on appelle les études. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'image d'un bon projet, etc., il va falloir le travailler avec des ingénieurs, des ingénieurs de structure, d'acoustique, des paysagistes, des éclairagistes, enfin toute une ribambelle d'acteurs très importants. Et là, on va définir, disons, l'objet technique. On le définit. Et le troisième temps, c'est le chantier. C'est-à-dire qu'on va passer d'un projet qui est virtuel, c'est-à-dire qu'il est dessiné, à un projet qui devient concret, dans lequel on va être en dialogue avec des entreprises qui vont réaliser. C'est compliqué aussi quand on est architecte, c'est que dans le fond, ce n'est pas nous qui réalisons avec nos mains les ouvrages qu'on a pensés. Donc il faut savoir les décrire le mieux possible pour que la transmission avec une entreprise qui va elle-même réaliser notre ouvrage soit le plus fluide possible. Et il y a un rapport au temps, évidemment, qui est assez particulier quand on mène ce genre de projet, je suppose. Bien sûr. Alors, sur un tout autre sujet, je me demandais, est-ce que l'architecture en France, en tout cas, est masculine ? Pour le dire avec un angle peut-être un peu différent, est-ce que c'est plus facile d'être un architecte quand on est un homme ? Alors, j'aurais tendance à dire que oui, c'est plus facile, pour des très mauvaises raisons, mais c'est plus facile. C'est vrai que le milieu de l'immobilier est un milieu relativement masculin. Le milieu de la construction est un milieu relativement masculin. Mais je dois dire que les choses changent et que nous, on fait partie des gens qui veulent que ça change impérativement aussi. La parité à l'agence n'existe pas, mais elle n'existe pas en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus, il y a plus de femmes à l'agence que d'hommes. Et c'est un devoir en tant que responsable, de patron, etc., d'imposer aussi. Quand on nous dit, mais cette personne-là, est-ce elle est peut-être trop sensible aussi pour pouvoir accompagner un chantier de cette taille-là, on dit toujours non, absolument pas. De toute façon, il y a 200 000 manières de diriger des gens. Ça peut aussi passer par la compréhension, la diplomatie. Donc voilà, tous les caractères sont bons pour faire de l'architecture et je pense que les lignes sont en train de changer. Ok, et vous y participez de fait, ok. Quelle place a l'architecture d'intérieur dans votre vie et potentiellement dans vos projets professionnels ? Alors, elle a une place extrêmement importante. Alors, moi, je suis très atypique comme architecte, enfin très atypique. C'est que quand j'ai monté ma société, j'ai recommencé par faire des projets de petite échelle, ce qu'on appelle des micro-architectures, des échelles d'intérieur. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup stimulé. J'ai fait une partie de mes études à la Glasgow School of Art, qui est une école en Écosse. Oui, et qui mise beaucoup sur l'artisanat également. Qui mise sur l'artisanat, qui mise sur vraiment la fabrication des choses. C'est une école qui a été montée par Charles Rennie Mackintosh, qui est un architecte, mais qui était très au fait des petites échelles aussi, qui dessinait du mobilier, et qui faisait beaucoup d'archi intérieur. Et du coup, moi, mes exemples, mes pairs, ceux vraiment que j'affectionne en termes de travail, c'est souvent ceux qui ont la double casquette. Comme qui ?
Alvar Aalto, Oscar Niemeyer, même Le Corbusier aussi. Enfin, c'est des gens qui ne pouvaient pas considérer qu'un ouvrage d'architecture, on ne travaille pas l'intérieur, on ne dessine pas la poignée de porte, on ne fasse pas les mobiliers. Et depuis quelques années, notre métier s'est un peu divisé en plein de métiers. Ouais. Et que j'essaye de récupérer tant bien que mal toutes les brebis qui sont toutes sorties de l'enclos. Ça se tient. Et est-ce que votre lieu de vie, votre maison, ressemble précisément à l'agence, à ce que vous aimez faire dans votre travail? Absolument pas. C'est quoi, c'est un cabinet de curiosité? Pour expliquer pour vos auditeurs, c'est que là, on est dans une pièce qui est avec des murs blancs, avec des meubles très bien rangés. Il y a un côté un peu suisse-allemand. Ouais. Et en même temps, et chez moi, c'est très très mouvementé, très très coloré, beaucoup de matière, beaucoup d'œuvres d'art sur les murs. Et en fait, moi, je suis comme un artiste, c'est qu'à un moment, j'ai une forme de pollution visuelle quand j'ai des espaces trop décorés dans lesquels je travaille, et ça m'empêche un petit peu d'aller plus loin. Voilà. Donc, c'est un choix d'avoir un univers un peu minimal, alors qu'on fabrique et on conçoit des univers complexes et par moments assez chargés. Ouais. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui vous marquent, qui vous ont marqué, peut-être des nouveaux bâtiments aussi, je ne sais pas? Il y en a évidemment des milliers. Après, il y a des bâtiments qui ont fait un peu école, donc on les repère. Et moi, je sais quand j'ai fait mes études, une autre partie de mes études à Paris, à l'école spéciale d'architecture, c'était le moment où la Fondation Cartier, qui est un bâtiment de Jean Nouvel, était en chantier. Ouais. Donc c'est peut-être aussi parce que je suis très bienveillant par rapport à ce bâtiment, parce que je l'ai vu monter. C'était le premier bâtiment que j'avais devant mes yeux qui est en chantier. C'est pas une mauvaise raison. Et en plus, je trouve qu'elle a une réponse architecturale folle, enfin ce bâtiment a une réponse architecturale folle sur un alignement haussmannien, de dématérialiser l'alignement mais en même temps de le garder. Donc je trouve que avec ces grands écrans en verre, ce jardin sublime, l'arbre qui est un cèdre du Liban qui d'ailleurs est mort depuis. Et j'ai toujours été très très fasciné par ce bâtiment, par sa pureté et sa poésie. Et après, bizarrement, il y a un bâtiment que je trouve très étonnant, qui est la Sagrada Familia, qui, effectivement, dès que j'y vais, c'est des bâtiments qui sont qui proposent beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. Et donc ça, c'est à Barcelone. À Barcelone, oui. Est-ce que Barcelone vous inspire? Est-ce qu'il y a des villes qui vous inspirent de manière un peu générale? Ou est-ce que cette question est un peu, non, alors, un peu bête? Non, d'abord, tout ce que vous dites. Non, mais il n'y a pas de mauvaise question, on sait. Il n'y a pas de mauvaise question. Par contre, il peut y avoir de mauvaises réponses. Pas sûr. Non, mais toutes les villes sont inspirantes. Après, il y a des degrés d'intensité de villes. C'est vrai que moi, j'ai été inspiré par toutes les villes. Et récemment, on a fait pas mal de projets en Asie. Moi, je suis assez inspiré par les villes asiatiques qui sont bizarrement assez dictatoriales, où il y a beaucoup de démolitions, etc. Mais je suis inspiré aussi parce que il y a une très grande énergie de quartier, de mouvement de quartier. Nous, on est des villes qui sont devenues un peu des villes musées. Quand vous me parlez de Barcelone, de Paris, de Londres, même de New York, c'est des villes où le temps s'est ralenti, en fait, de manière considérable. Les villes asiatiques, le temps ne s'arrête jamais. Et c'est assez intéressant de les comprendre. Après, oui, il y a des villes... je sais que j'ai eu une révélation quand je suis allé à Marfa, au Texas, quand je suis allé voir le désert. Donc ça, c'est des villes assez intéressantes. Où Donald Judd, qui est un artiste minimaliste, avait fait son fief, avait invité tous ses amis dans des hangars militaires. Enfin, il y a quelque chose d'assez puissant et beau. Donc voilà, j'aime la plupart des villes. Après, je suis relativement attaché, aux villes émergentes, parce que j'essaie de comprendre quelles problématiques elles vont rencontrer. C'est intéressant en soi pour vous. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Le fonds de dotation Franklin Asie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la plupart du temps, quand on me pose la question, on me dit « mais c'est votre collection personnelle ?» Et je leur réponds « pas du tout, en fait, pas du tout. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour avoir tous ces tableaux. » Ça aurait été super. Mais en fait, ce fonds de dotation, il est né il y a très longtemps. Il n'avait pas encore pris le statut de fonds de dotation, qui est un statut juridique. Parce qu'en fait, depuis maintenant plus de 15 ans, on accompagne des artistes de plein de manières différentes. La première manière, c'est qu'on les aide de temps en temps à réaliser leurs œuvres. Depuis l'émergence des expositions un peu monumenta, comme il y a pu y avoir au Grand Palais, etc., on se rend compte qu'une œuvre d'art, aujourd'hui, c'est à l'échelle de l'architecture. Elle a des problématiques de fondation, elle a des problématiques d'effort au vent, elle a des problématiques très techniques, comme un ingénieur. Donc on les accompagne, on n'est pas du tout co-auteur, mais on les accompagne en tant qu'ingénieur quasiment sur la fabrication et la réalisation des œuvres.
Ensuite, le fonds de dotation, il a une deuxième vocation, c'est d'exposer des artistes. Et ça, en fait, 1 ou 2 fois par an, on fait des groupes shows et on fait des expositions singulières avec un seul artiste. Ici, à l'agence. Pour l'instant. Alors maintenant, on est un petit peu à l'étroit, donc c'est un peu plus compliqué d'arriver à libérer des grands espaces pour faire des vraies expositions. Mais on a exposé des très bons artistes. La dernière exposition était assez étonnante. On a réuni une quinzaine d'artistes qui font de la peinture à l'huile, mais sur disons sur des thématiques très contemporaines. Ouais. Comme un artiste comme Thomas Lévy-Lahn qui est passé dans la quille. Qui est passé exactement, c'est pour ça que je le cite, comme Eva Jospin, Eva Nilsson, et j'en cite et plein d'autres. Et c'était amusant de les regrouper finalement sur une thématique. Ils font tous la plupart de la peinture à l'huile et pourtant ils ont vraiment des sujets qui sont extrêmement contemporains. Ouais. Thomas Lévy-Lahn, il s'est fait connaître au début parce qu'il faisait des peintures à l'huile sur des fêtes avec des gens qui boivent des verres, etc. Et tout ça avec la peinture à l'huile. Donc voilà, on aime bien trouver des thématiques, réconcilier aussi des gens qui ont l'habitude d'être un peu dans des galeries d'art contemporain et finalement ils sont isolés de leur propre... de ce qui se passe, quoi. De ce qui se passe. Et faire des groupes shows, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Projet du moment, est-ce que vous en avez? La réponse, il me semble, est oui. Oui, alors oui. Est-ce qu'il y en a peut-être qui se détachent un peu plus, selon vous? C'est toujours... Il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres. Par exemple, c'est pour ça que... Souvent, j'aime bien parler des projets emblématiques, mais j'aime bien aussi parler de ceux qui ne le sont pas. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une architecture ordinaire est importante, mais dans les projets qu'on gère en ce moment et qui sont importants, on réhabilite la Tour d'Argent avec André Terrail qui mène toute l'équipe et qui dirige la Tour d'Argent. Et c'est la famille de la Tour d'Argent. Et c'est un grand projet, vraiment intéressant, où on va revoir tout l'immeuble, qui est un immeuble aussi très historique, où tout le monde a des attentes, donc j'ai beaucoup de pression sur les épaules. Évidemment, la tour Montparnasse, avec le groupement de la Nouvelle AOM dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui on réhabilite d'autres tours aussi. On est en train de réhabiliter la tour Ariane, qui est une tour initiale de la Défense. Qu'est-ce qu'on a comme projet? On fait un très beau projet en bas des Champs-Élysées, qui va être au 26 Champs-Élysées, en face de Art Curial, la maison de vente. Et c'est un projet intéressant parce qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup aux bâtiments qui doivent avoir plusieurs programmes. Autrefois, on faisait un bâtiment et c'était ou un bâtiment de bureau, ou un bâtiment de logement, ou un musée, et ils étaient souvent monoprogrammés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un bâtiment, il peut être comme une micro-ville. C'est quand même des bâtiments qui sont grands, qui ont plus de 10 000 mètres carrés, etc. Donc il faut qu'ils aient plusieurs adresses, plusieurs raisons d'y aller. Et c'est tout le travail qu'on a justement fait à Montparnasse, d'intégrer des nouveaux programmes dedans, qu'on puisse y mettre un hôtel, qu'il y ait des restaurants. Et ça me paraît primordial parce que finalement, avoir qu'une seule raison d'aller dans un bâtiment, souvent, c'est pas assez. Voilà. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projets qui peuvent être intéressants? Alors, on fait un projet aussi en ce moment à Versailles de logement. Qu'on réalise pour Emerige et Laurent Dumas qui nous accompagnent depuis longtemps et qui est un maître d'ouvrage qui nous a fait confiance dès le départ. Voilà, ça fait un peu partie de mon maître d'ouvrage historique qui nous a suivis, et avec qui on avait fait un autre projet qui s'appelait Beau Passage, qui est dans le 7e arrondissement à Paris. Une espèce d'adresse un peu de gastronomique premium, un peu dans l'idée. Gastronomique, effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup de chefs étoilés qui ont répondu à la demande de Laurent Dumas pour s'implanter, donc avec Yannick Aleno, avec Pierre Hermé, à l'époque il y avait Anne-Sophie Pic qui est partie. Donc voilà, c'est un lieu intéressant aussi, Beau Passage, qu'on a fait avec Laurent Dumas, qui est lui-même passionné d'art et un très grand collectionneur d'art. Voilà. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? C'est à vous. Les coups de cœur culturels, c'est toujours pareil, c'est des questions très complexes. Je détesterais qu'on me la pose. Moi, la culture, elle passe souvent par la musique. Encore une fois, j'en ai fait moi-même il y a longtemps. À un moment, j'ai même sorti un disque. Vous n'avez pas sorti un album ou un disque? Une phase B pour un ami. Une phase B, très bien. Une phase B, mais c'était à l'époque du démarrage de la musique électronique. Voilà, j'aime bien des musiques un peu... J'aime bien Kraftwerk, j'aime beaucoup Prince, j'aime beaucoup
J'aime bien la frontière entre la musique analogique et la musique numérique, ça me passionne. Ensuite, après, dans les actualités, moi je suis les artistes que j'ai exposés aussi, et qui sont toujours assez importants de les suivre. Donc il y a eu récemment au Musée de la Chasse une exposition d'Eva Jospin qui était assez incroyable, où elle a quand même réussi à prendre possession d'un lieu avec l'ensemble de ses sculptures. Voilà, après j'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. Alors moi je suis une génération qui a beaucoup consommé de livres de science-fiction, et j'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. Je l'aime bien aussi parce j'aime bien tout ce qui est anticipation, parce que j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Okay. Donc ça m'aide à me projeter dans l'avenir. Attention quand même. Ça m'aide et c'est vrai que par exemple quand on voit un film comme Blade Runner, on n'est pas loin d'arriver à ça en ce moment. Donc alors que c'est un film qui a plus de 20 ans, qui a compris ce que allait pouvoir être l'hybridation des civilisations. Où dans Blade Runner, on a une tour qui ressemble à une architecture chinoise, mise à côté d'une tour qui ressemble à une tour de Chicago. Aujourd'hui, on n'est pas loin de cette vérité. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle toujours du chef décorateur de Blade Runner, dont j'ai oublié le nom, mais qui a été hyper précurseur. Et il a même inventé des objets dans le film qu'on voit maintenant apparaître. Et j'aime beaucoup l'anticipation, j'aime beaucoup la science-fiction. Voilà. Super. Merci beaucoup, Franklin Azy. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis, je sais pas, en parler autour de vous, tiens, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.